Votre nom, Tahar Benjelloun, en appelle beaucoup d'autres, et d'abord celui d'Abdelatif Lahabi, qui fut avec Mohamed Kereddine et Mostafa Nissabouri, l'animateur de la revue Souffle, une revue marocaine qui, aujourd'hui, et de façon dramatique, a cessé de paraître. Ce sont là des gens qui comptent à nos yeux, et par-delà l'absence, nous voulons les saluer. Quant à vous, je ne tenterai pas de vous définir par une formule, ce serait nier par avance ou réduire ces profondes virtualités que j'entends déjà dans l'usage que vous faites de notre langue commune. Mais il me faut vous présenter, si brièvement que ce soit. Vous êtes né à Fès en 1944, vous avez donc 32 ans. Professeur, vous avez soutenu à Paris 7 une thèse sur la misère sexuelle des travailleurs nord-africains en France, ouvrage à paraître aux éditions du Seuil, sous le titre « La plus haute des solitudes ». Votre œuvre de romancier compte 2 titres, « Arruda », roman-poème, paru aux Lettres Nouvelles en 1973 et repris aujourd'hui dans la collection de poche du même éditeur, relire. Et deuxième titre, « La réclusion solitaire », c'est un ouvrage tout récent, il a paru à l'automne, chez le même éditeur. Vos poèmes se trouvent réunis dans un seul volume, Les Amandiers sont morts de leurs blessures, le livre apparu chez Maspero dans l'excellente collection que dirige Fanchita González Battle. Et c'est également chez Maspero que vous avez publié votre anthologie de la nouvelle poésie au Maroc sous le titre La mémoire future. Vous êtes journaliste, enfin, et c'est Le Monde qui accueille presque régulièrement vos notes de lecture, vos lettres de voyage. On peut vous lire aussi dans le supplément que ce même organe consacre aux problèmes de l'éducation. Et c'est là que vous avez écrit ces lignes. On interrogeait les romanciers de l'année dernière. Vous avez donc écrit « C'est dans l'espace de la Médina que les enfants recréent le monde et réinventent l'histoire. Une histoire en miniature avec des personnages pris à la légende, au rêve et au mythe, jamais au livre. » Une question alors s'impose. Dans quelles circonstances avez-vous écrit vos tout premiers poèmes? Comment êtes-vous passé de cette histoire en miniature à l'histoire réelle et à votre propre histoire? Qu'est-ce que c'est pour un adolescent marocain que de commencer à écrire? Et quelle est la nature du rapport que vous entreteniez à cette époque-là avec vos 2 langues? Qui est le jeune homme qui a publié en 1966 dans la même revue Souffle que je citais tout à l'heure, un poème où il est dit, où il est écrit « On me dit que la poésie ne peut rien ». Ouh là là, ça fait beaucoup de questions. Je ne sais pas par quel bout je vais prendre ça, mais en tout cas, puisque vous faites référence à ce texte paru dans Le Monde de l'Éducation sur les livres de l'enfance, c'est vrai que dans la société arabe en général, et marocaine en particulier, enfin du moins de ma génération, c'était pas les livres, c'était pas l'écriture, c'était pas les livres qui obsédaient notre enfance, encore moins d'ailleurs les jouets. On n'avait pas de jouets comme on en voit aujourd'hui partout. On n'avait pas non plus de livres à lire avant de dormir. On avait la rue. La rue qui nous apprenait beaucoup de choses et d'ailleurs ce n'est pas quelque chose de honteux puisque c'est dans la rue que les contacts se font, c'est dans la rue que nous apprenons, nous faisons plus exactement l'apprentissage de la vie en tant qu'enfant. Et on jouait avec les objets, avec la pierre, avec le sable, avec la poussière, avec les murs. On jouait avec ce qu'il y avait. On n'avait pas à acheter des jouets sophistiqués, comme on n'avait pas à aller acheter des livres pour nous raconter des histoires. Et d'ailleurs, plus tard, lorsqu'on était en classe et l'institutrice nous disait il faut lire, on essayait de lire des livres faits pour les enfants. Eh bien, moi personnellement, je trouvais ça ennuyeux. Ça ne m'apprenait rien. Je disais, oh là là, est-ce qu'il fallait écrire un livre pour ça? Et je n'étais pas étonné. Ça ne m'étonnait pas, ça ne me fascinait pas, ça ne me faisait pas rêver. Par contre, les rapports entre les adultes, qui sont des rapports réellement intenses et intéressants, m'intéressaient beaucoup plus. Je me souviens la première fois où on m'a parlé. C'est-à-dire que on m'a adressé la parole, on m'a confié un secret. Je vais avoir 6 ans peut-être, je vais faire une course, je suis allé voir ma tante, et elle m'a remis un bijou à transmettre à ma mère,
Et elle m'a dit, il ne faut pas le dire à tel et à tel. Enfin, elle m'a fait confiance. J'étais investi d'une mission à 6 ans. J'étais entré un peu dans le monde des adultes. Et réellement, à ce moment-là, je me sentais homme. Et c'était pour moi extraordinaire qu'on me parlait seul à seul d'abord et qu'on me confiait quelque chose, une mission, enfin à l'âge de 6 ans. Donc pour revenir à l'écriture, j'ai commencé à écrire beaucoup plus loin, beaucoup plus tard, je veux dire, lorsque la conscience politique s'est aiguisée, lorsque j'ai pris conscience d'un certain nombre de choses. Et puis, il faut dire que je sortais du lycée, où on m'a enseigné beaucoup de choses, on nous a enseigné beaucoup d'écrivains. Et donc, j'étais déjà un peu perverti par l'écrit, par les syllabes, par les mots, par la mémoire des autres. Et en même temps, ça coïncidait effectivement avec l'éveil de la conscience populaire au Maroc dans les années 60-65. Mais il faut dire une chose très précise, s'il y a vraiment une date à avancer pour savoir à partir de quand j'ai commencé à écrire, c'est à partir de 1965. Parce que c'est l'année où il y a eu le premier soulèvement populaire à Casablanca, à Rabat aussi, dans certaines villes, un soulèvement absolument inattendu et réellement populaire, un peu anarchique et pas du tout encadré ni politiquement organisé. Et la répression a été très forte. Et j'avais 19 ans à l'époque, je rentrais à l'université, j'étais témoin de quelque chose de terrible. Et j'ai commencé à ce moment-là à témoigner par des phrases, par des mots, de ce que j'ai vécu. Et ça a donné le premier poème que j'ai publié dans la revue Souffle, qui s'appelle L'Aube des Dalles, et qui est d'ailleurs repris dans Les Amandiers. Voilà comment un peu l'itinéraire d'un enfant qui ne lisait pas et qui s'est mis à écrire à l'âge de 20 ans. La poésie telle qu'elle était enseignée était quelque chose de mort, d'inintéressant, enfin, de vieillot, qui n'avait pas prise sur le réel. Nous sommes passés à côté de très grands poètes comme Victor Hugo ou Racine, que j'ai découvert beaucoup plus tard. Je ne parle pas des poètes surréalistes modernes, ils n'existaient même pas pour cet enseignement. Je croyais en fait que la poésie devait être utile. Or, aujourd'hui, je peux dire une chose, c'est que la poésie n'a pas d'utilité, du moins dans le sens efficace, mais elle a une très grande urgence pour son existence. Et je ne cherche pas à savoir aujourd'hui si c'est un poème va soulever, j'arrive plus à parler, soulever les foules, ou alors il va exister parce que c'est une expression d'un homme, d'une sensibilité, d'une vie. Bon, nous pouvons donc poser en quelque sorte un axiome, les livres ne me fascinent pas. Mais vous comptez parmi vos amis de nombreux poètes marocains, ou irakiens, ou palestiniens, ou syriens même, et vous avez consacré aux meilleurs d'entre eux, soit des études que l'on trouve dans votre dernier livre, Les Amandiers sont morts de leurs blessures, ou bien dans cette anthologie de la poésie marocaine. Pourriez-vous, c'est une façon de tracer votre propre portrait, nous parler de ces poètes de langue arabe ou de langue française qui vous paraissent le plus originaux? Je pense à Adonis, par exemple, à propos duquel vous avez peut-être des choses diverses à nous dire, dans la mesure où c'est un homme qui a peut-être un peu varié dans les dernières années. Si la chose vous gêne, vous pouvez plus précisément, enfin plus aisément, nous parler de Mahmoud Darwish, le Palestinien, pour qui vous semblez nourrir une tendresse assez grande. Vous avez écrit de lui, au début de votre dernier livre, Darwish voudrait être un rêve, un chant qui dirait le rêve palestinien. Il est tourné vers la mémoire future. Qui est Darwish? Qui est Mahmoud Darwish? Bon, et je préfère effectivement parler de Mahmoud Darwish, qui est aujourd'hui un symbole, bien sûr, mais en même temps un homme et un poète, plus intéressant à mon sens qu'Adonis, parce qu'Adonis, bon, c'est un grand poète, c'est un grand écrivain, mais ça me gêne en ce moment de parler de lui, vu ses prises de position dans l'affaire palestinienne et syrienne. Bien. Darwish, d'abord, je voudrais dire une chose, il n'est pas le seul poète palestinien, il est le plus connu. Il y en a beaucoup d'autres.
Abdelatif Labi a consacré toute une anthologie qui maintenant est dépassée parce que ça a été fait il y a 5 ans. Il y a beaucoup de poètes palestiniens, il y en a de très bons et de moins bons. Mais Mahmoud Darwish, c'est quelqu'un qui symbolise ce rêve palestinien dont parle Arafat. Et c'est un poète qui n'est pas, comme on pourrait l'imaginer, cette espèce de poète engagé qui hurle, qui reproduit des slogans, qui fait, bref, de la poésie militante. Donc, il sert l'idéal palestinien, il le sert avec une très grande poésie. Sa poésie, d'ailleurs, elle n'est pas toujours comprise des camarades palestiniens parce que certains ne retrouvent pas cette espèce de manichéisme politique. Or, lui, il parle de la terre, il parle de la nature, il parle de l'amitié, il parle de beaucoup de choses, et il donne réellement libre cours à tout son imaginaire qui est nourri d'une mémoire mutilée, d'une mémoire qui a été blessée, et c'est aussi une façon de témoigner, pas seulement sur la question palestinienne, qui est évidente pour Mahmoud Darwish, mais aussi de témoigner sur la poésie arabe, qui jusqu'à présent a été une poésie classique, timide, conventionnelle, de bonne qualité certainement, mais qui n'a pas toujours été à la hauteur et à la mesure de l'événement passé ou futur. La nuit, ô mer, est un loup affamé et cruel qui traque partout l'étranger et ouvre l'horizon aux fantômes. La forêt de peupliers enlace toujours les vents. Quel crime avons-nous commis, ô mer, pour que nous mourions 2 fois? Donc, Mahmoud Darwish est un poète révolutionnaire, pas uniquement parce qu'il est palestinien, mais parce qu'il travaille sur la langue, il travaille sur la poésie en général, et il reste têtu dans ses convictions d'écrivain. Sur la 4e page de couverture de la réédition de Arruda, on lit de Jean Genet ces lignes qui ont paru dans l'Humanité. Ces voix qui brûlent avec des phrases presque en lambeaux. Si les intellectuels refusent de les entendre, je demande aux ouvriers de les écouter. Cette façon de s'exprimer me paraît, disons, un peu étonnante. Ce « je demande aux ouvriers », ce « je demande » me paraît beau, mais j'aimerais bien savoir si vous-même vous prenez cela pour argent comptant. Non. Il faudrait peut-être, c'est ça le tort des citations. 4e page de couverture. Non, il faudrait peut-être replacer cette phrase dans le contexte de l'article. Jean Genet, que je ne connaissais pas à l'époque, avait écrit un article dans l'Humanité parce que il était scandalisé par le silence de Jean-Paul Sartre sur des écrivains qui viennent soit de Palestine, soit du Maghreb. Et lorsqu'il dit, si les intellectuels ne les entendent pas, je demande aux ouvriers, et pour lui, dans son esprit, les ouvriers, c'est justement ces voix elles-mêmes. C'est-à-dire, puisqu'elles viennent d'un tiers-monde, elles devraient peut-être retourner à ce tiers-monde, puisque ici, la France ou les intellectuels français n'ont plus de générosité pour écouter ces voix venues d'une autre durée. Je pense que c'est comme ça que moi j'ai compris ce texte. Et quand on parle de poésie militante, là il faudra peut-être que je m'explique. Un très beau poème militant quelque part. Mais la poésie qui a recours au slogan, qui reproduit l'apparence et le visible d'une manière schématique et qui passe pour être une poésie engagée, c'est pas une poésie. La poésie, c'est quelque chose qui, effectivement, milite, mais pas directement. Elle milite par le détour. Alors, la citation de Genet, il faut la replacer effectivement dans cet ensemble de rapports entre les voix qui commencent à s'exprimer et qui viennent de l'autre côté,
et puis le silence qu'on oppose parfois, pas toujours, à ces voix. Puis-je vous demander maintenant quelle est la nature du rapport que vous entretenez avec Jean Genet, avec l'écrivain et avec l'homme, puisqu'il a en quelque sorte témoigné en votre faveur? C'est avant tout l'homme et une amitié entre lui et moi. Et cette amitié est née, je pense, toute seule, parce que moi j'avais essayé de rendre hommage à sa vision de Tanger dans Arruda. Et puis 6 mois plus tard, il m'avait écrit cet article dans l'Humanité et je lui ai envoyé un petit mot chez Gallimard pour le remercier. Et 3 jours après, je reçois un coup de téléphone et j'habitais à l'époque à la cité universitaire et je prends l'appareil, il me dit « Allô, ici c'est Jean Genet. Je ne sais pas si vous me connaissez, mais moi je vous connais, je vous ai lu. » Bon, effectivement, j'étais bouleversé, ému par cette simplicité et c'est quelqu'un qui va vers les autres. Effectivement, ce qui est passionnant chez Genet, c'est cet amour qu'il a de la différence, cette espèce de lutte qu'il mène pour les voix opprimées, pour les minorités qui n'ont pas le droit de s'exprimer. Il a par exemple consacré sa vie, après tout le malheur qu'il a connu, lui, à défendre les minorités japonaises qui ont été réprimées dans les années 69 au Japon. Après, il s'est occupé des Black Panthers aux États-Unis. Il n'avait pas le droit d'entrer d'ailleurs aux États-Unis. Il a fait une série de conférences en leur faveur. Il leur a apporté un grand appui parce que Jean Genet jouit d'une très grande popularité aux États-Unis. Ensuite, il s'est occupé des Palestiniens. Il a été chez eux. Il a connu cette réalité. Il a voulu témoigner sur la réalité palestinienne et c'est comme ça que notre amitié s'est nouée parce que il a dit bon, il faut qu'on fasse quelque chose et c'est comme ça que j'ai fait avec lui, il y a ça maintenant 2 ans et demi, un travail sur la Palestine qui avait paru dans le Monde diplomatique de juillet 74, je crois. C'est un homme qui a une générosité, une bonté très exigeante envers ses amis. Et j'ai appris beaucoup avec lui. J'ai appris d'abord à être modeste, ce qui est important. J'ai appris une certaine humilité et j'ai appris à être curieux de ceux dont les voix ne s'entendent pas ou de ceux dont les voix sont tout à fait étouffées par les États. Tahar Benjelloun, nous devons en quelque sorte revenir vers vous et je citerai un texte qui constitue une analyse de votre propre approche du travail de l'écrivain. C'est un texte que vous avez lu tout récemment. « J'écris pour ne plus avoir de visage, pour dire la différence qui me rapproche de tous ceux qui ne sont pas moi. Je me jette dans le cortège de leur aliénation. » Je trouve cette expression très très belle et je voudrais que vous vous y attardiez avec nous. Parce que c'est le lyrique en vous qui parle tout d'un coup. Oui. Je me jette dans le... Oui, parce qu'il faut peut-être un peu essayer de comprendre le problème que peut vivre un homme qui a cette possibilité, ce privilège ou ce malheur, j'en sais rien, d'écrire. Mais d'écrire dans une langue qui n'est pas celle que parle son peuple. Et puis, de sentir quand même une frustration. J'essaie d'écrire avec cette foule, ce peuple. Écrire avec lui, ça ne veut pas dire essayer d'être parasite à ses problèmes. Mais quand je dis me jeter dans le cortège de ces aliénations, c'est qu'il est effectivement aliéné. Et moi, j'ai cette possibilité de distance, de voir où est l'aliénation et rendre compte et témoigner de cette aliénation, de la parole
étouffée, est une manière pour le poète de témoigner sur son époque, sur son temps, sur sa culture. Et effectivement, il y a la langue qui nous sépare. Et je ne dirais pas parce que c'est la langue française. Je dirais même si c'était la langue arabe classique, la séparation existerait. Et tant que les poètes maghrébins écrivent soit en arabe classique, soit en français, ils seront à un certain niveau séparés de leur peuple parce que ce peuple, il a une tradition orale, il aime qu'on lui parle, il aime qu'on lui raconte, qu'on lui conte, qu'on lui chante, et il n'aime pas qu'on lui écrive. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire, et je pense que Kateb Yassine l'a compris, puisque nous, en tant qu'intellectuels, petits bourgeois, nous regrettons qu'ils n'écrivent plus de livres, mais je pense que le travail qu'il fait au niveau du théâtre, si cependant l'État et la bureaucratie algérienne lui laissent le temps et la disponibilité de travailler, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Il faut faire du théâtre populaire avec les gens qui vivent quotidiennement les problèmes et ne pas venir de l'autre côté, d'en haut, et imposer une vision intellectuelle sur une réalité et sur un paysage humain qui est très riche, très complexe, et les petits intellectuels qui se prennent pour les porte-paroles du peuple, eh bien, ceux-là, ils se trompent, parce que le peuple ne les a pas délégués, et moi, je ne me suis jamais considéré comme le porte-parole du peuple marocain. J'essaie d'écouter le temps et la durée de ce peuple, et j'essaie de la transmettre, pas seulement aux Maghrébins, mais j'essaie aussi de la transmettre à tous ceux qui sont différents, et particulièrement en France, puisque j'écris en français. Du désert parvient par bribes le discours d'un chameau. Il a mal dans toute l'étendue de son corps, sa mémoire. Il m'avait promis une jarre de miel pur. J'étais solennel et moqueur. Il me devançait, la main tendue vers le couchant. Je dis aux oiseaux des sables, syllabes de mon chant, changez de teinte et suivez-moi. Nous quittons le désert pour un peu de miel et de lumière. Le temps passera sans toucher vos ailes. Le jour sera bleu, comme dans la légende. Telle est ma parole, notre destinée. Il y a un conteur chez vous. Le poète s'exprime parfois sous la forme de récits. Ce sont des récits assez étonnants pour nous. Est-ce que vous pourriez ne pas donner le titre de conte à l'insurrection des chameaux, par exemple, ou à l'histoire de l'arbre qui se nourrissait de chair humaine? Il y a un conteur qui, chez vous, aurait peut-être intérêt à s'exprimer de façon plus ample et plus affirmée. Je dirais que dans votre œuvre, c'est là un élément très très important, messieurs. Oui, mais je reste quand même un conteur incomplet puisque je compte en français. L'idéal serait d'improviser et d'être en accord avec cette tradition orale. En fait... Vous ne pourriez pas raconter l'histoire de l'arbre qui se nourrissait de chair humaine en arabe à vos neveux, mettons? Je n'ai pas encore essayé. Mais mes neveux sont intoxiqués par la télévision. Donc nous avons maintenant un sérieux handicap et un concurrent très grand. Une télévision aliénée où nous voyons Guy Lux, Sheila, toute la médiocrité et la bassesse de la culture, enfin la culture, ce n'est pas de la culture, mais de la connerie télévisuelle, ben nous la récupérons aussi bien d'ailleurs que dans d'autres pays d'Afrique. Si bien que votre frustration est double. Elle est d'une part de ne pas pouvoir parler exactement le langage des vôtres et de les voir soumis à l'empire de choses que vous détestez. Bien sûr. Alors là, si je vais raconter quelque chose à mes neveux, ça va être marrant parce qu'ils me diront, j'ai vu hier Colombo. Enfin, Colombo, c'était un feuilleton très populaire au Maroc et c'est beaucoup plus intéressant que ton histoire d'arbre. Moi, je n'ai pas été élevé dans la télévision. D'ailleurs, je me demande ce que donnera la génération qui naît actuellement, enfin dans 20 ans, ça va donner. Mais d'où vous viennent ces contes auxquels je fais allusion? Je les invente. Vous les inventez? Ils n'ont absolument aucun caractère folklorique. Non, pas du tout, je les invente.
Est-ce qu'on vous en a beaucoup parlé? Est-ce que ce sont des éléments qui, dans vos livres, requièrent l'attention de vos lecteurs? Ou est-ce qu'au contraire, les lecteurs français, j'entends, ou est-ce qu'au contraire, donc, on a plutôt tendance à garder le silence à ce sujet? Je trouve qu'il y a une forme de sagesse populaire chez vous qui s'exprime par le biais de ces contes et sagesse sur laquelle j'aimerais bien que vous vous étendiez un petit peu. Non, mais Parce que vous êtes un poète militant, un poète vrai. violent, mais vous êtes aussi un poète de la sagesse. Si je m'étends sur la sagesse, je vais m'endormir. Alors, il ne faut pas m'étendre, il faut peut-être rester debout et parler quand même de cette sagesse. En fait, j'avais écrit, il y a 3-4 ans, un article dans Le Monde, dans le supplément de Pierre-Vincent Pantel à Le Monde d'aujourd'hui. J'avais écrit un petit texte, Moha le fou, Moha le sage. Et c'était l'image de la folie dans la réalité maghrébine arabe, qui était encore humaine il y a quelques années, mais qui est en train d'être complètement récupérée par la psychiatrie et l'occidentalisation de la vie arabe. Donc, cet homme qui se promenait dans les places publiques parlait à voix haute, racontait des choses, mais personne ne lui en voulait. Parce que dans ce qu'il racontait, il n'y avait pas que du délire. Il disait des choses tout à fait justes. Et les gens, en passant, savaient ce qu'il y avait de juste et ce qu'il y avait de délirant. Et ils écoutaient, sans faire attention, mais enfin en passant. Donc la sagesse, c'est quelque chose qui est très violent. Que ton corps et ton sang me content l'histoire du pays. Parle. Serait-ce illusion de l'arc-en-ciel que d'être de toi, de ce corps qu'on mutile? Je lirai les livres à l'envers pour mieux lire un champ de fleurs sur ton visage. Je parlerai la langue du bois et de la terre pour entrer dans la foule qui se soulève. Je débarquerai dans les blessures de ta mémoire et j'habiterai ton corps qui se tait. Nous dirons ensemble le printemps aux enfants des terrains vagues. Nous dirons le soleil moribond à l'astre qui se vide. Nous dirons changer la vie à la montagne anonyme, la montagne qui avance. L'auteur, pour vous, ne possède aucun caractère sacré. Vous ne cherchez pas à approcher les écrivains qui peuvent vous paraître le plus grand. Il vous semble comme enfermé dans un univers détruit par la violence universelle, l'univers des mots, des images, bref, vous êtes au-delà, vous êtes bien au-delà de l'endroit où je me situe, par exemple. C'est pourquoi je vais vous demander de tracer le portrait d'un homme qui, justement, vous permet d'exercer une forme d'action par le biais du journal. Cet homme, c'est Pierre Viançon-Pontet qui vous ouvre très souvent, comme on dit, les colonnes du Monde. Oui, effectivement, j'ai beaucoup d'amitié pour Pierre Viançon-Pontet. Et c'est une amitié qui, elle aussi, s'est nouée concrètement, petit à petit, avec beaucoup de pudeur et beaucoup de silence aussi. Et quand on connaît un peu le milieu de la presse, du journalisme, où les hommes et les femmes sont pressés, sont poussés par l'actualité, ils n'ont pas le temps de sourire, n'ont pas le temps de dire un mot gentil, eh bien, Vincent Pontet, à n'importe quel moment, on peut pousser la porte de son bureau et il a toujours le mot gentil, il a toujours cette amitié dans les gestes, dans le regard. Mais en plus de tout ça, je pense que l'important avec Pierre Vincent Pontet, c'est qu'il m'a permis, et il a permis à mes textes, de dépasser le livre et d'exister à 600 000 exemplaires. Et ça, c'est extraordinaire. Eh bien, pour moi, cette hospitalité qu'il a donnée à la poésie, qu'il a donnée à mes humeurs personnelles, je lui suis très reconnaissant et je trouve ça vraiment formidable. Je pense qu'entre Jean Genet et Pierre Vincent Pontet, qui, je pense, ne se connaissent pas, mais enfin qui certainement se lisent, je pense qu'il y a un lien, qui est celui de l'ouverture sur la différence, l'ouverture sur les autres, et puis ils ont le respect des poètes. Et ça, c'est très important.
Je vous ai dit d'entrée de jeu que je me refusais à vous enfermer dans une formule. Si l'on vous donnait 3 minutes pour expliquer à quelqu'un ce que vous voulez faire à l'avenir, que diriez-vous? Eh ben, Vous avez déjà une œuvre, disons, assez importante, de poète, de romancier, d'essayiste. Quels sont vos projets? les projets, je pense, c'est de continuer de guetter le regard des autres, de rester un voyageur amoureux de beaucoup de choses. Et je pense que le projet le plus important pour moi, c'est de témoigner avec de plus en plus de conviction et de force sur les paysages humains à qui on refuse le droit à la parole, que ce soit la femme arabe, que ce soit les travailleurs dans le monde arabe. Je parle du monde arabe parce que je ne connais pas les autres pays. J'aimerais dire ce que eux ne peuvent pas dire parce qu'on les empêche de dire. Et ça, je pense que c'est un projet qui n'est pas à court terme, mais qui est à long terme. Rester à l'écoute de ces paysages. C'est ça, à mon avis, le plus important pour un poète aujourd'hui. Tahar Benjeloun a publié « Les amandiers sont morts de leurs blessures » Maspero, 1972, 74, 76. La mémoire future. Anthologie de la nouvelle poésie du Maroc. Maspero, 1976. La réclusion solitaire. Roman. De Noël, les lettres nouvelles, 1976. Arruda. Roman. De Noël, 1973. Apparaître aux éditions du Seuil en 1977, La plus haute des solitudes. Essai sur la misère sexuelle des travailleurs nord-africains en France. Tahar Benjeloun collabore au journal Le Monde.